donne une grande part à son expertise. Donc on peut de cette façon-là, par exemple, en reliant ce qu'on voit à un phénomène visible, hein, l'image à un phénomène ou un objet visible, et pour peu qu'on ait des règles qui permettent de relier cet objet visible à des objets non visibles que l'on cherche, eh bien on peut s'intéresser à la topographie du sol à travers la forêt. On peut s'intéresser aux propriétés du fond de l'eau lorsqu'on a des images qui, elles, ne voient que la surface. Et puis on peut s'intéresser à la démographie, à la densité de population lorsqu'on ne voit que les bâtiments. Et donc, pour citer simplement cet exemple, cette approche a permis de développer des applications dans le domaine de la démographie. J'ai travaillé personnellement sur ce sujet dans le cadre d'études épidémiologiques. On a besoin de savoir combien il y a de personnes dans chaque maison susceptibles de se faire piquer par des moustiques. On n'a pas le temps de faire de recensement, ça coûte cher, c'est pas précis, etc. Et bien, tant qu'à être peu précis, on le fait dans des images. Et l'image ne me donne que la densité des bâtiments. Et donc, avec une précision qui sera évidemment médiocre, mais qui permet quand même d'avoir un résultat, je peux avoir des informations d'ordre démographique. Et pour donner l'exemple d'un résultat, ça c'est la ville de Bel-El en Amazonie. Vous avez ici l'image Landsat. Là, vous avez un produit qui représente la densité de construction par unité de surface issue de cette image. Et à partir d'une corrélation entre la densité de construction et la densité de population établie à partir de quelques quartiers sur lesquels il y a des vrais recensements, et bien vous extrapolez sur l'ensemble de la ville. Vous n'avez pas de valeur quantitative précise, mais le recensement, le but c'est pas de savoir à l'unité près le nombre d'habitants, c'est de savoir s'il faut construire une route, une école, un hôpital, etc. Et ça fait l'affaire. Voilà encore un exemple d'image. Ce sont des images optiques prises de nuit qui montrent là, c'est une information d'ordre démographique. L'intensité du pixel est liée à deux choses. Elle est liée à la densité de population et on pourrait dire à la consommation d'énergie par habitant. Donc c'est une information d'ordre démographique. Voilà, je finirai par un exemple sur le foncier. Je vois M. Mazuillet qui regarde avec intérêt cet objet qu'il a dû quelquefois rencontrer. Je voulais citer je dirais l'intérêt de la photographie aérienne ou satellite comme complément à l'activité traditionnelle qui consiste à délimiter les propriétés occupées par des personnes privées ou publiques. Donc voilà des objets que vous avez sur le terrain. Et bien en complément, vous pouvez considérer, donc imaginez que vous avez ici une parcelle. Alors ça c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une vraie parcelle comme vous allez le voir. Eh bien, ce que doit faire la personne qui délimite la parcelle, en France c'est le géomètre expert, ça pourrait être une administration, peu importe, je dirais, les prérogatives, mais techniquement, vous voyez bien que sur un objet d'une telle complexité, eh bien, pour placer un certain nombre de bornes comme celle que j'ai montrée sur la photo, il faut simplifier cet objet, alors de façon très caricaturale, je fais exprès, je force le trait pour montrer à la fois la nécessité, mais en même temps l'inconvénient de simplifier à outrance. Et bien vous voyez que l'image vous permet de venir prendre le relais d'un modèle qui serait trop simple pour préserver en quelque sorte. Et ces images-là, ce sont des orthophotos, des images qui sont superposables à une carte, qu'on peut conserver. Et donc on peut très bien imaginer, envisager le rôle de l'image comme complément d'information pour venir ajouter du détail que l'opération point par point traditionnelle ne permettrait pas de prendre en compte. Voilà. Donc je termine, ça c'est ma dernière planche. Je voudrais simplement terminer pour montrer à travers ces deux exemples, celui-ci que j'ai déjà montré, qui est le flagrant délit, si j'ose dire, d'un dégazage sauvage en mer, et puis ici une activité d'orpaillage en forêt amazonienne où en fait là vous avez une rivière qui a été complètement saccagée. Je voudrais terminer à partir de cette illustration qui montre la capacité de la télédétection à mettre en évidence des activités qui sont des menaces pour notre planète à différentes échelles, par un message qui n'est pas d'ordre scientifique, mais plutôt d'ordre, je dirais, d'ordre éthique, parce que pour nous, géographes ou gestionnaires, enfin, pour tous ceux d'entre nous qui, par leur activité, ont accès à ces données, et nous sommes nombreux, eh bien, on voit tout. Et donc, il n'est plus possible de dire, à chaque fois qu'il y a des catastrophes d'ordre écologique ou social, il n'est plus possible de dire que nous n'étions pas au courant. Et donc, cet accès à se faciliter aujourd'hui à ce type d'information, je vous dis qu'il y avait des profusions de satellites, eh bien, nous interdit désormais de dire que nous n'étions pas au courant et nous confère une responsabilité nouvelle que n'avaient pas nos prédécesseurs au cours de ce siècle et demi que je viens
brosser rapidement. Voilà, je pense avoir dit l'essentiel de ce que je pensais dire ce soir. Je pense qu'on a peut-être un peu de temps pour quelques questions si vous le souhaitez. Je suis à votre disposition. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour votre exposé. Une question qui n'est pas directement technique ou scientifique, mais c'est celle de savoir, est-ce qu'on connaît à peu près les budgets consacrés par les différents États à ce type de recherche et d'équipement? Alors j'avais appris des chiffres en francs il y a longtemps. Premièrement, je les ai un petit peu oubliés, et ensuite on a changé de monnaie, ce qui va m'embrouiller encore plus. Donc j'ai pas la réponse chiffrée en tout cas, ça c'est une certitude, donc j'avoue mon ignorance sur cette question précise. Ce que je voudrais rajouter, parce qu'on dit qu'on n'aime jamais dire qu'on ne sait pas, on peut toujours rajouter quelque chose qu'on sait, c'est que le marché de l'observation de la Terre, même si je vous disais qu'à partir de 1984, il y a un déclic où on dit ben non, maintenant il faut qu'il y ait une commercialisation, encore aujourd'hui, l'observation de la Terre par satellite, elle est financée par les contribuables des riches. Je le dis de façon un peu brutale. Je ne parle pas de l'observation aérienne, parce que tout ce qui est photographie aérienne, c'est financé par une industrie qui donne lieu à un vrai commerce. Une photographie aérienne, c'est comme une voiture ou de la nourriture ou une savonnette. Voilà, c'est un prix qui est en rapport avec le coût. C'est-à-dire qu'il y a un industriel qui le fabrique, c'est un coût, et puis il prend une marge et il vous donne un prix. Ou alors il fait à pair pour des raisons qu'il regarde, mais le prix est calculé en fonction du coût. Lorsque vous achetez une image satellite, il y a un prix qui n'a rien à voir avec le coût, parce que le coût, il est supporté par vos impôts. Donc, ça ne répond pas à votre question, mais ça veut dire que derrière votre question, il y a effectivement le fait que les États, les pays riches, disons, pour simplifier, consacrent une part importante à la fois aux investissements et au fonctionnement, que ne peuvent pas consacrer les consommateurs. Oui, si on extrapole les progrès qui sont faits dans la définition de la photographie, notamment satellitaire, y a-t-il une limite physique, ou est-ce qu'on peut imaginer qu'à plus ou moins long terme, on pourrait aller presque jusqu'à une vidéosurveillance universelle avec les côtés positifs ou négatifs que ça peut susciter? Alors, il est peut-être imprudent de dire qu'il y a une limite. Dans le passé, on a toujours eu l'impression qu'il y avait une limite et finalement, on a toujours été plus loin. Alors, cela dit, on a quand même... disons que la pente est plus raide, on va dire les choses comme ça. C'est peut-être pas un obstacle infranchissable, mais la pente est plus raide. Pendant plusieurs décennies, il fallait de la puissance pour mettre en orbite, on savait ce qu'il fallait et on y arrivait petit à petit. Là, il y a des limites qui sont liées, par exemple, alors la résolution, la définition la plus fine qu'on puisse observer, elle dépend de plusieurs choses. Elle dépend de l'optique. Alors si on a un gros télescope, eh bien on va pouvoir voir plus loin. On fait rentrer plus de lumière, donc on pourra voir plus fin. Mais un gros télescope, ça coûte plus cher. C'est plus lourd, et donc ça coûte plus cher à mettre en orbite. Donc là, il y a une limite. Une autre solution, c'est de voler plus bas. Mais si le satellite vole plus bas, là, les très hautes résolutions, ils sont à 400-500 km. Si on approche de 300 km, le ventre du satellite va frotter le haut de l'atmosphère, ça va le freiner, et quelques mois plus tard, il va tomber dans l'atmosphère. Donc on ne peut pas descendre trop. Les seules choses qu'on arrive à faire, mais qui sont ponctuelles, ce sont des orbites qui sont extrêmement elliptiques, c'est-à-dire qui remontent très haut, et qui descendent à toute vitesse, et qui frôlent la surface de la Terre, qui passent à 100-120 km. C'est plus haut qu'un avion, mais c'est quand même très très bas. Et ils n'y restent pas longtemps, ils remontent. C'est-à-dire pendant la plus grande partie de leur orbite, ils sont hors atmosphère, ils ralentissent, puis ils redescendent. Donc ça, ce sont des programmes qui sont en particulier mis en œuvre pour de l'espionnage. C'est-à-dire qu'on veut juste passer au-dessus d'une zone, prendre une photo et déguerpir. Voilà. Mais sinon, avoir des satellites qui de façon récurrente prennent des tout petits détails, finalement c'est une façon un petit peu illusoire de venir concurrencer l'avion, qui lui a encore des possibilités de faire de plus en plus fin. Et en plus, la contrainte qu'on aura, c'est que si on